Très bien, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, la question, finalement, est-ce que la Suisse est-elle vraiment innovante? Alors, tout d'abord, on a parfois l'impression que d'autres ont des meilleures idées. Certains disent qu'ils ont des idées plutôt que du pétrole, mais ça, c'est en particulier vrai lorsqu'on les écoute. Quand on regarde par contre les benchmarks, eux, ils donnent souvent un net avantage à la Suisse. Et là, la question, c'est pourquoi? Quelle est finalement la différence? Et là, c'est simple, c'est la persévérance et la qualité d'exécution. Ça veut dire que quelque part, ça n'a l'air de rien, mais ça fait une sacrée différence lorsque d'un côté, on est capable de bien exécuter ou pas. Et lorsqu'on achète quelque chose, si je me place en tant que consommateur, si on achète quelque chose qui ne marche pas, c'est une dépense. Si on achète quelque chose qui fonctionne bien, c'est un investissement et c'est une sacrée différence. Mais lorsque l'on regarde ce paradoxe, c'est un paradoxe pour celui qui vend. Parce que si vous vendez quelque chose qui ne marche pas, vous exposez à des complications légales, une mauvaise réputation, voire pire. Mais d'un autre côté, si vous vendez quelque chose qui marche pas trop longtemps, c'est du business. Et ceci est embêtant pour des consommateurs qui râlent, mais quand il n'y a pas d'autre choix, ils achètent quand même. Et maintenant, en Suisse, on a parfois tendance à faire des choses qui fonctionnent bien et très, très longtemps. Et là, c'est parfois se priver d'un business futur. Et c'était le cas, par exemple, pour les enregistreurs Nagra ou, par exemple, des caméras de cinéma Panavision, où un certain nombre de caméras ont été faites, je dirais, au début du siècle, du XXe, et sont toujours encore utilisées. Donc le marché a été rapidement comblé, mais il n'y avait pas suffisamment pour faire vivre une société au-delà. Par contre, il y a, dans le cas où vous avez des produits qui fonctionnent vraiment bien, vous pouvez changer de business model. Et là, c'est intéressant dans le sens que plutôt que de vendre, eh bien, vous offrez vos services ou vos produits en mode locatif. Nous l'avons fait en tant que société pour la télévision à péage. Adobe, Microsoft le font aujourd'hui, que cela soit pour Microsoft avec Office 365, que cela soit Adobe avec leur suite créative. Et là, dit d'une façon simple, on achetait autrefois les bugs, donc quand ça ne fonctionnait pas, et aujourd'hui on loue la qualité. Mais enfin, c'est juste pour dire qu'il y a eu un changement de business model. Maintenant, ça m'amène à la question, mais finalement, l'innovation, c'est quoi? Certains pensent que c'est d'abord de la technologie. Une innovation technologique, pour moi, ne signifie pas encore une innovation. On peut d'ailleurs même considérer et imaginer des innovations sans nouvelles technologies. Et là, je prendrai un cas assez intéressant, c'est le cas de Uber. Uber, certains parlent de technologie, en réalité, c'est une innovation disruptive en modèle d'affaires et régulation. Dit d'une autre façon, et là j'aimerais peut-être revenir sur un point que peu de gens connaissent, c'est que le fondateur d'Uber n'était pas à son premier coup d'essai lorsqu'il a fait Uber. En réalité, il avait déjà semé le désordre dans le domaine de la musique au début des années 2000, mais il avait eu quelques ennuis juridiques dans le sens que certains n'avaient pas apprécié à sa juste valeur son côté disruptif du mode de la musique. Dans le domaine du transport, Uber, certains pensaient que c'était de la technologie. En réalité, ils ont réussi, en utilisant un modèle technologique, de s'affranchir des régulations existantes. Ça fait que plus un secteur était régulé, plus l'avantage compétitif de ne pas tomber sous le jeu de la régulation était un vrai avantage. Ça veut dire que parfois, que cela soit Internet, que cela soit certains concepts dits technologiques, en réalité, sont une opportunité pour s'affranchir des limitations liées aux régulation. Et là, je reprendrai une phrase que j'ai entendue il y a quelques mois qui disait lorsqu'il y a une nouvelle innovation, l'Américain dira « let's try it », ça veut dire «
essayons-le. Le Chinois regardera comment le reproduire, let's copy it, et l'Européen dira régulons-le, let's regulate it. Donc ça signifie finalement que le concept d'innovation revêt des formes très différentes selon où ça se passe géographiquement. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains modèles, que cela soit Uber, que cela soit Netflix, que cela soit Airbnb, se sont mieux développés aux États-Unis qu'en Europe. Il y a d'autres raisons qui traient à ça, mais ça donne déjà une bonne motivation. Mais en fin de compte, et c'est là qu'est l'élément important dans la définition de l'innovation. L'innovation signifie avant tout qu'il y ait une valeur et un succès économique. Ça veut dire que si vous avez une invention, mais qu'elle n'est pas vraiment suivie d'un certain succès, eh bien, ça ne sera pas une innovation. Et je pourrais prendre un autre exemple, qui est l'exemple du téléphone portable. Une société comme Motorola avait réussi à faire des prouesses en développant un téléphone portable. Le seul problème, c'est qu'il coûtait plusieurs milliers de francs. Et le fait d'avoir réussi à réduire le prix à 1000 francs ou en dessous de 1000 francs a tout d'un coup permis quelque chose de fondamentalement différent. Plutôt que d'avoir un produit de niche, c'est venu un produit de masse. Et là, il y a une innovation qui a créé une dynamique absolument extraordinaire. Et là, dans ce concept, il est important de voir où se situe la Suisse. Tout d'abord, et je pense que c'est un point assez clé, c'est que la Suisse possède des conditions cadres favorables à l'innovation. On ne le considère pas toujours comme ça, mais dans les faits, il y a quand même de ça. Tout d'abord, et si on regarde un terrain favorable à l'innovation, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, un tissu économique fort avec des PME et des conditions de marché flexibles. Une recherche universitaire et HES de pointe et une accessibilité à cette recherche pour les PME et les startups. Et là, c'est un élément très important. Parfois, on ne le sait pas, mais la Suisse est une superpuissance académique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur français qui essayait de réveiller je dirais, le gouvernement en disant que la France ferait bien de s'inspirer de certaines choses qui se font en Suisse en matière académique, juste pour dire qu'on a un système que d'autres nous envient. Mais d'un autre côté, on a aussi les outils pour faciliter l'innovation, alors que l'accessibilité au capital risque reste toutefois assez limitée en Suisse. Et parmi les outils qui existent en Suisse, il y a InnoSuisse qui est le successeur de la CTI. Et là, j'aimerais vous donner quelques informations, quelques éléments concernant InnoSuisse. Tout d'abord, les axes de développement clés d'InnoSuisse sont les suivants. Tout d'abord, on cherche à promouvoir des projets qui créent de la valeur, qui créent des emplois à haute valeur ajoutée, qui créent de la protection de la propriété intellectuelle, et on encourage aussi bien les modèles d'affaires disruptifs, c'est-à-dire un concept différent pour la commercialisation et une capacité de prendre des risques différenciés. Dit d'une autre façon, si vous avez un projet qui a peu de risques, on pourra accepter qu'il ait une rentabilité moyenne. Par contre, si un projet est très risqué, il faut que si le projet est un succès, eh bien, qu'il ait un retour sur investissement important, de telle façon à ce que pour chaque catégorie de risque, on ait un retour sur investissement qui reste raisonnable. Maintenant, dans ces fonctions, InnoSuisse promeut d'un côté l'innovation et aide au financement de projets entre des entreprises, typiquement des PME, et la recherche académique. Ceci ne veut toutefois pas dire qu'InnoSuisse paye tout, et en particulier la recherche faite par les entreprises elles-mêmes. Ça vient du modèle suisse. InnoSuisse prend en charge la recherche faite par l'Institut de recherche dans le cadre d'un projet paritaire où l'entreprise investit elle-même un montant équivalent à celui qui est dépensé par l'université. Dit d'une autre façon, si vous voulez faire un projet conjoint avec InnoSuisse, InnoSuisse pourra financer la partie qui sera faite dans une université. Mettons que le projet a une valeur de 200 000 francs au total.
l'entreprise mettra 100 000 francs et InnoSuisse mettra 100 000 francs qui permettront de financer le travail fait dans l'université. Alors certains auraient préféré naturellement que InnoSuisse puisse financer 100% de la part à charge de l'entreprise. Mais ce n'est pas ce que le législateur a voulu. Et d'autre part, ça a quand même un avantage. Tout d'abord, il y a d'énormes sommes investies dans la recherche en Suisse. Et le fait de permettre à des projets d'être faits conjointement entre le secteur privé et les universités est une façon de pouvoir démocratiser la recherche qui est faite dans les universités et de la rendre quelque part plus facilement applicable à la pratique. En outre, et là c'est un concept extrêmement intéressant, il existe un programme qui s'appelle Bridge qui permet d'aller un cran plus loin dans la recherche. En gros, en Suisse, vous avez deux organisations qui financent les travaux de recherche en Suisse. Vous avez d'un côté le Fonds national suisse de la recherche qui principalement finance la recherche fondamentale faite dans les universités. D'autre part, vous avez InnoSuisse qui finance des projets que font des instituts de recherche en collaboration avec le secteur privé pour aboutir à une innovation et un produit réel. Le programme Bridge permet de prendre une recherche fondamentale qui est faite au niveau des universités, faire le pont avec la recherche appliquée qui est faite dans d'autres départements d'universités qui peuvent être les mêmes universités ou des universités appliquées style HES et une entreprise. Donc ça veut dire qu'on permet d'avoir ainsi un trajet entre la recherche fondamentale et une application tout à fait pratique pour une entreprise. Donc ça montre finalement la capacité d'étendre finalement toute la chaîne depuis une invention fondamentale jusqu'à un produit. Et là, il faut dire que si on regarde en comparaison internationale, la Suisse, aussi bien que l'Europe, a fait un investissement très important dans la recherche fondamentale. Mais assez fréquemment, la recherche fondamentale est appliquée sur d'autres continents. Et là, en ayant un programme tel que le programme Bridge, eh bien, on permet d'avoir une chaîne qui soit mieux contrôlée au niveau de notre pays. Maintenant, tout ceci ne signifie pas qu'il faille s'endormir sur nos lauriers. Si on observe aujourd'hui la performance suisse depuis des décennies, on s'aperçoit qu'on est en très bonne position. Dit d'une autre façon, on est en position numéro 1 mondiale. D'ailleurs, on a une mission en octobre dernier en Israël où on ne s'est plus à rappeler que, contrairement à ce qu'ils pensaient, on était nous numéro 1 mondial. Mais là, on doit faire attention parce que les qualités du passé ne sont pas forcément celles du futur. Et si la qualité d'exécution où la Suisse excelle était clé jusqu'à présent, elle ne suffit pas forcément pour demain. Et à ce titre-là, il est désormais nécessaire de pouvoir être disruptif en matière de technologie, de business model et d'être plus flexible et plus rapide. Et ça signifie qu'en appliquant simplement les recettes du passé, on n'arrivera pas forcément à être aussi bon. Et en plus, on doit être capable de prendre des risques. Et là, j'ai parlé juste avant de quelle est la façon de pouvoir les prendre de façon intelligente, c'est-à-dire d'avoir un système qui soit différencié. Et là, ça m'amène à une question assez importante qui est la question du type d'innovation. Il y a deux types d'innovation fondamentale, soit l'innovation incrémentale, soit l'innovation disruptive. Tout d'abord, l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale, c'est le fait d'avoir une innovation qui permettra d'améliorer un produit, d'être plus compétitif, de répondre à des nouveaux besoins. Et finalement, on se trouve dans une logique où on ne fait que modifier quelques éléments par rapport à son produit ou sa solution. Le gros avantage d'une innovation incrémentale, c'est que les risques sont nettement plus faibles. D'une part, les risques de développer la solution, mais d'autre part, les risques sur le marché, puisque finalement, on affine notre positionnement. De l'autre côté, il y a l'innovation disruptive, et là, il faut bien se dire qu'elle n'est pas incompatible, mais elle est vraiment complémentaire
à l'innovation incrémentale. Et si on regarde historiquement, la Suisse, dans la plupart des cas, a des PME qui sont championnes de l'innovation incrémentale. C'est lié d'ailleurs avec toute la notion de qualité d'exécution. Et cette innovation incrémentale permet à ces entreprises de rester à la pointe. En tout cas, ça a permis de le faire pendant de nombreuses années. Je dis que pour le futur, cela ne suffit peut-être plus toujours. Et là intervient l'innovation disruptive qui, elle, permet de complètement redistribuer les cartes. Si vous disruptez votre propre marché, ça peut remettre en question votre valeur ajoutée. Ce qui fait que, dans la mesure du possible, les gens vont essayer de disrupter le marché des autres. Mais si vous faites ça avec le marché des autres, ça signifie que vous ne connaissez pas forcément bien le marché. Mais d'un autre côté, si vous ne disruptez pas votre propre marché, vous avez une forte chance que vos concurrents vous disruptent. Et c'est là qu'il faut vraiment être vigilant, être prêt quelque part, en étant un peu masochiste sur les bords, à être prêt à se disrupter moi-même. Mais néanmoins, lorsqu'on veut se disrupter, il faut encore avoir les moyens de le réaliser et avant les autres. Et là, pour être en mesure de le faire, il faut être capable de parier et parfois de parier un peu plus longtemps. Dans le sens que la plupart du temps, lorsque vous voulez faire quelque chose de disruptif, la traversée du désert, c'est-à-dire entre le moment où vous commencez à investir et le moment où vous avez un retour sur investissement. Ne vous éloignez pas trop du micro, sinon vous entendez. Pas de problème. Quelque part, si vous voulez vraiment faire quelque chose de disruptif, eh bien, ça prendra plus de temps que de faire juste une petite modification. Et à ce titre-là, InnoSuisse peut aussi vous aider dans ce cadre-là, peut-être modestement avec les budgets actuels, mais en attendant, ça fait partie de nos prérogatives. Maintenant, un secteur qui touche notamment les personnes présentes à ce salon, c'est notamment la question de la précision. Et là, on a en Suisse un écosystème particulièrement favorable à l'innovation. Je dirais que parmi les atouts de la Suisse, il y a une industrie de précision qui se décline et s'applique à de nombreuses activités qui vont de l'horlogerie au biomédical et de l'industrie de la machine de précision aux nanotechnologies. Et là, la maîtrise de toutes ces technologies, qui va de la conception jusqu'à la production, est pratiquement unique au monde. Cela signifie à ce titre-là que nous avons l'écosystème qui permet d'innover dans ces secteurs, car contrairement à d'autres activités, la conception doit se faire en symbiose avec les méthodes de production. Et là, certains ne se rendent pas forcément compte de cet élément-là, mais en Suisse, on garde encore la capacité de produire notamment des éléments de précision. Et ça, c'est un atout extraordinaire quand il s'agit de faire de l'innovation, dans le sens qu'il y a cette proximité entre la conception, la fabrication et les méthodes. Et cette maîtrise d'ailleurs de la chaîne permet vraiment de penser l'innovation autrement et de garder un avantage compétitif. Donc, lorsqu'on pense à la production dans ce cadre-là, c'est un avantage compétitif qu'il ne faut pas ignorer dans les réflexions. Et à ce titre-là, et ça c'est un message plus général, il est donc vital de maintenir et de développer cet écosystème. Donc on ne doit pas simplement raisonner en tant qu'entreprise individuelle, mais réfléchir comment l'ensemble de cet écosystème peut se maintenir. Et je rappellerai aussi que dans le domaine de l'éducation, et en particulier de l'apprentissage, c'est un élément important pour maintenir cet écosystème. Par contre, si on va de l'avant, on doit quelque part placer la barre plus haut. Tout d'abord, nous vivons dans un monde où la concurrence est vive. Et là où on doit bien se dire les choses, en tant que Suisse, on est un petit pays. Ça veut dire qu'on ne doit pas être aussi bon que les autres, on doit être meilleur que les autres. Parce que de nombreux pays ont une taille plus grande qui est un avantage compétitif. C'est-à-dire pour pouvoir être compétitif, nous devons être meilleurs que les autres pour compenser notre plus faible taille.
On doit aussi se dire que nos concurrents ne dorment pas, ils progressent. Donc on ne doit pas partir du principe que les choses sont statiques. On doit perpétuellement se remettre en question. Et à ce titre-là, nous devons donc progresser plus vite que nos concurrents pour garder l'avantage. Mais nous devons finalement faire mieux et c'est à ce prix-là que nous pourrons conserver notre avantage compétitif et finalement notre niveau de valeur ajoutée et finalement le niveau de vie. Dans le sens que la façon de pouvoir justifier des prix qui soient supérieurs aux autres et de permettre finalement de vendre alors qu'on a des coûts qui sont plus élevés qu'ailleurs dans le monde, bien c'est en étant plus compétitif et vraiment à la pointe. Maintenant, une brève conclusion. Ce n'est pas parce que nous avons été excellents jusqu'à présent que nous le serons dans le futur, c'est-à-dire que le futur dépend de ce que l'on fait aujourd'hui plutôt que de notre passé. Et plus le passé est glorieux, plus il y a le risque d'être complaisant. Donc n'oublions pas ces éléments-là. Et à ce titre-là, il est absolument essentiel de ne pas être complaisant et surtout, ne soyons pas prisonniers de la routine, disruptons le futur et c'est la meilleure façon d'y arriver. Donc, partir du principe que le futur est à faire et que ce n'est pas simplement parce qu'on était bon dans le passé qu'on y arrivera bien. Voilà, c'est quelques messages que je comptais passer lors de cette introduction. Mais à partir de là, je pense que la meilleure façon est de passer aux questions-réponses. Merci pour votre attention. Juste avant de passer aux questions, je vais, pour vous permettre un petit peu de respirer, je vais brièvement résumer le parcours de l'entreprise. Vous avez parlé de disruption, plutôt on peut parler de révolution, pour peut-être en français c'est un mot qui parle à tout le monde. La première révolution dans l'histoire de Kudelski, c'est votre papa, donc Stéphane, qui invente le Nagra. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, avant le Nagra, en télévision, en radio, quand on voulait faire en direct, on avait un minibus avec des câbles qu'on devait tirer jusque dans les étages, etc. Donc c'était toute une équipe de techniciens qui se déplaçaient pour faire quelque chose d'aussi simple qu'un direct, même pour la radio. Et puis le Nagra, c'était le premier appareil qui était vraiment miniaturisé, enfin quand même de taille appréciable, c'était grand, disons comme un attaché-caisse, un petit attaché-caisse. Et puis grâce à cet appareil, eh bien, les télévisions, les radios du monde entier, l'industrie du cinéma a pu travailler dans des conditions complètement révolutionnaires. C'était vraiment une référence dans le monde entier. Et puis la deuxième révolution pour l'entreprise, voilà, pour ceux qui connaissent Kudelski aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rapport avec le Nagra des débuts. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est beaucoup plus active dans le domaine des contenus, des contenus TV, des contenus payants, ceci sur toutes les plateformes, des données, des contenus qu'il faut sécuriser. On parle de la TV payante et c'est ça qui fait marcher beaucoup de chaînes, surtout à l'étranger. Le marché suisse est un petit peu trop petit pour voir le même développement qu'on a à l'étranger, notamment sur des chaînes sportives. Et puis ces contenus-là, évidemment, on essaye de faire qu'ils ne soient pas piratables. C'est tout l'enjeu des droits sportifs. Et c'était la deuxième révolution dans l'histoire de Kudelski. Et puis donc la dernière casquette qui a été évoquée, je pense que tout le monde l'a compris, c'est que pendant de nombreuses années, on a eu en Suisse un organisme qui s'appelait la CTI, qui devait s'occuper de favoriser l'innovation. Et puis M. Kudelski était assez critique avec cet organisme, disons, avec quelques critiques à formuler. Et puis, pour son plus grand malheur, il a été entendu. Et puis le conseiller fédéral Johann Schneiderman, celui qui parle du rire, vous savez, pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, donc lui a confié le mandat de rénover, de relancer cette CTI qui a donc commencé au 1er janvier 2018, donc c'est tout frais, ça n'a que quelques mois, sous un nouveau nom qui est plus parlant que CTI, c'est InnoSuisse. Voilà ces brefs mots d'introduction.
On va passer maintenant aux questions. Je voulais peut-être complémenter encore un élément dans le sens que nous sommes aujourd'hui en tant que groupe en train de se disrupter une fois de plus avec la cybersécurité, l'Internet des objets et la télévision par Internet, alors que la télévision classique est un élément qui actuellement est plus challengé. Et quelque part, on a l'impression dans notre entreprise que ce qui se passe en 10 ans dans certaines entreprises se passe en une année chez nous, ce qui nous amène à devoir courir vite. Voilà. Est-ce que le micro est branché? Oui. La première question, c'est voilà, je pense qu'ici, on a un public aussi de chefs d'entreprise, de personnes actives dans des PME. Je pense que l'immense majorité des PME hein, ici actives au salon n'a jamais eu affaire à la CTI. Est-ce qu'on a eu des expériences ici de chefs d'entreprise ou autres qui avaient travaillé avec la CTI? Je pense que ça m'étonnerait que ça soit le cas, parce que c'est un petit sondage que j'ai fait. La plupart de ces organismes, disons, étatiques, c'est aussi le cas de la GRE, hein, la garantie des risques à l'exportation. La plupart de ces organismes, en fait, sont très très peu utilisés. On dit que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de bureaucratie. Est-ce que c'est une des choses que vous aimeriez changer chez InnoSuisse, être plus proche du terrain, avoir des processus qui soient peut-être plus abordables pour des PME qui souvent n'ont pas toute une organisation juridique, un secrétariat qui leur permettent de remplir des dossiers très conséquents? Alors, ça fait partie effectivement des objectifs, mais il faut savoir que les choses ne sont pas toujours simples à la Confédération, dans le sens que, comme c'est de l'argent public, il y a un certain nombre de garde-fous qui sont là, et finalement, on doit trouver une bonne formule qui permet en même temps de simplifier la vie au niveau des personnes intéressées à avoir un support, et de l'autre côté, d'avoir quelque chose qui soit conforme aux règles de bonne gouvernance de la Confédération. Mais on travaille comment aller de l'avant pour avoir quelque chose qui soit plus accessible. Mais avec un élément extrêmement important, c'est que ça doit être particulièrement accessible pour les PME, dans le sens que la Suisse est un pays de PME, et donc c'est avant tout aux PME que s'adresse InnoSuisse. Question hein, qui peuvent intéresser des PME. La CTI, elle a un budget de près un peu moins d'1 milliard hein, pour 4 ans. Ça veut dire 240 millions de francs par année. C'est InnoSuisse. InnoSuisse, pardon, oui. Je n'ai pas encore évolué. InnoSuisse, donc 240 millions de francs hein, par année en tant que budget. C'est un budget quand même relativement conséquent. Est-ce qu'il y a des domaines d'activité, des secteurs économiques que vous aimeriez favoriser plutôt que d'autres à la tête d'InnoSuisse? Alors tout d'abord, le concept d'InnoSuisse, c'est que si vous avez un projet de qualité, eh bien, il passera en tant que tel, indépendamment du secteur. Ceci étant dit, il y a des secteurs qui sont importants pour le pays, que cela soit dans les technologies de l'information, avec notamment la révolution digitale, le biomédical, un secteur aussi de l'énergie renouvelable, et maintenant de plus en plus on s'intéresse à des secteurs qui sont peut-être un peu moins technologiques, qui ont une approche scientifique mais qui peut être sciences sociales plus que forcément sciences exactes. Mais en gros, l'idée c'est d'avoir fondé un conseil de l'innovation où la plupart des expertises en dehors des secteurs classiques de la CTI tels que c'était par le passé, sont représentés, notamment des gens dans la logistique, des gens même dans l'hôtellerie. Donc on veut avoir quelque chose de relativement ouvert à ce niveau-là. Quelles sont les critiques que vous aviez à formuler vis-à-vis de l'ancienne CTI? En fait, qu'est-ce qui va changer avec InnoSuisse? Alors d'abord, pour préciser les choses, mes critiques n'étaient pas spécifiques à la CTI, mais que faire lorsque vous avez un choc comme celui qui s'était produit en 2011 avec le franc fort. Ah oui. Et il s'avère qu'un des outils les plus classiques en Suisse, c'était classiquement la CTI. Vous avez un petit problème, il y a une petite injection, un gros problème, une grosse injection dans cet organisme. Donc c'est un organisme qui est voulu par la Confédération pour permettre aux entreprises d'aller de l'avant. Et là, effectivement, le système qui existait jusqu'alors était peut-être un tout petit peu trop rigide pour certaines choses. Alors, quand on voit une certaine rigidité de l'extérieur, on se dit
bien c'est les gens de l'entité qui en sont responsables. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le système fédéral est assez complexe. On peut faire bouger les choses, mais ça prend un peu plus de temps. Et le but est justement d'avoir une beaucoup plus grande flexibilité à ce niveau-là. Je crois qu'il faut qu'on tienne les micros assez proches de... Ah d'accord, pardon. Voilà, pour qu'on nous entende un petit peu mieux. Là, vous parlez hein, du choc du Francfort. Je pense que véritablement, ça a été un choc pour l'immense majorité des entreprises qui exportent. Je pense que c'est un choc qui a durablement changé l'économie suisse. Je pense qu'on ne s'en rend pas toujours compte aujourd'hui. On pense que les choses sont redevenues comme avant. Je pense que personnellement, ce n'est pas le cas. Je pense que le choc du Francfort a durablement durci les conditions de travail dans ce pays et qu'on ne reviendra pas en arrière. Je m'étonne un petit peu que vous citiez InnoSuisse hein, par rapport à ce choc du Francfort, parce que le choc du Francfort, c'est quelque chose d'immédiat, alors que InnoSuisse, voilà, on est dans des processus d'innovation, de recherche qui prennent du temps. Ce n'est pas vraiment la solution InnoSuisse à un problème qui est soudain, qui est immédiat. Je suis d'accord avec vous. Et c'était un des éléments qui, pour moi, manquait. C'était quelle réponse à un choc comme celui du franc suisse. Mais je veux dire par là, il y a deux dimensions. Le problème du choc du Francfort, enfin le choc par rapport à l'euro, était lié à une soudaine dépréciation de l'euro comparé au franc suisse. Et il y a un effet quand même indirect avec un InnoSuisse, c'est que les entreprises devaient limiter un certain nombre de leurs coûts et notamment, ça limitait leurs possibilités d'innovation. Donc ce n'est pas un effet direct, mais cela permet quelque part aux entreprises de rester plus compétitifs qu'elles n'auraient été s'il n'y avait pas ces mesures. Je suis d'accord que ce n'est pas la panacée, mais il ne faut pas oublier qu'en Suisse, c'est quand même, et c'est normal, le gouvernement qui prend des décisions quant aux mesures à prendre lorsqu'il y a un choc. J'ai une dernière question pour vous, et puis après ça, on va passer aux questions de la salle. Vous avez surtout parlé des universités, alors qu'en recherche appliquée, hein, on a le domaine des HES qui travaille aussi énormément, en plus qui subit un désavantage concurrentiel très très important, puisque contrairement aux universités, les HES ne reçoivent aucun crédit de la Confédération. Hein. Universités et PFL sont aidés par la Confédération pour tout ce qui est recherche et développement. Ce n'est pas le cas des HES qui doivent trouver des financements en extérieur auprès des PME. Est-ce que chez InnoSuisse, vos programmes de recherche, vos aides à la recherche vont s'adresser aussi bien aux universités et PFL qu'aux HES? Alors tout d'abord, on est parfaitement conscient de cet élément-là et les HES ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire ils sont bénéficiaires de façon importante des fonds d'InnoSuisse. Parce qu'effectivement, il y a une asymétrie entre les universités classiques et les HES. D'ailleurs, dans mes mots d'introduction, j'ai parlé également justement des HES qui ont un rôle très important à jouer là. Et il y a encore des subtilités au niveau de la façon de rembourser les frais qui ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon aux universités ou HES. Et ce sont des éléments sur lesquels on travaille pour être plus attractif pour les HES. Y a-t-il des questions? Monsieur? Bonjour, Gérard Zivi. Est-ce que vous pourriez clarifier, s'il vous plaît, la différence de positionnement entre InnoSuisse et les incubateurs de start-up tels que le Fongit et Gelinem? Alors, la grande différence, un incubateur va investir son argent dans le capital action. InnoSuisse va cofinancer des projets qui sont conjoints entre une entreprise et finalement un institut de recherche, qui soit universitaire, qui soit HES. En plus de ça, InnoSuisse a la possibilité de faire du coaching de start-up. Là, c'est un rôle qui est un peu différent, ainsi que de donner toute une série de conseils, de formations et autres. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'aider les start-up, mais ce n'est pas dans la vocation d'InnoSuisse que d'investir dans les start-up.
Maintenant, il y a encore un élément important dans InnoSuisse qui n'existait pas au niveau de son prédécesseur, qui était la CTI, c'est qu'InnoSuisse a la capacité de passer des accords internationaux avec d'autres entités à l'étranger, de telle façon à faciliter des projets internationaux. Et nous avons plusieurs projets en cours actuellement pour établir de tels liens. Monsieur ici. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement... Peut-être présentez-vous en... Voilà, Marat Chargotsky, journaliste. En France, il y a une entité qui s'appelle la COFAS, qui aide surtout à financer les exportations et qui est très utile pour des gros exportateurs comme Airbus notamment ou Alstom, etc. La Suisse a une partie de son économie, surtout la technologie, qui est dédiée à l'exportation, qui est bien plus grande que la France. Je n'ai pas l'impression qu'on ait un soutien de l'État aussi important que ce n'est le cas en France, où il y a Exim Bank aux États-Unis aussi qui aide les grosses entreprises américaines. Et puis, d'autre part, au niveau de la compétition, donc vous parlez, c'est vrai que la Suisse étant un petit pays, on doit faire plus d'efforts. Alors, il y a les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, qui sont nos, entre guillemets, concurrents traditionnels. Mais ces temps-ci, j'imagine que vous le constatez également, la Chine fait un énorme bond en avant dans l'innovation. Si avant, c'était surtout la production de masse, ils ont fait une montée en gamme dans ces dernières années qui est fabuleuse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre propre expérience? Et est-ce que c'est un gros risque pour nous? Non, alors, effectivement, il ne faut pas sous-estimer la Chine, mais il faut encore considérer une autre dimension par rapport à la Chine. C'est contrairement aux apparences, le marché est beaucoup plus fermé qu'on le croit. C'est-à-dire l'accès au marché chinois, et lorsque vous avez vraiment d'excellents produits ou un avantage compétitif majeur, ce n'est pas facile d'accès. Maintenant, il existe en Suisse l'équivalent de la COFAS, qui est la garantie des risques à l'exportation. Elle n'est peut-être pas aussi agressive que d'autres entités, mais elle existe quand même. Mais aussi une question, par exemple, vous avez parlé de la collaboration entre les autres écoles, que ce soit les universités, les écoles polytechniques ou encore les HES. On a à Genève la grande chance d'avoir le CERN. Il y a eu quelques startups qui sont parties de là, mais ils ont inventé notamment le web. Globalement, on a très peu d'interaction entre l'économie et ce centre de recherche formidable. Alors, je vous donne juste une information. Parmi les membres du Conseil de l'innovation, j'ai tenu à avoir une personne du CERN. Donc, je veux dire par là, j'avais effectivement identifié qu'il y avait un potentiel là. Olivier Petitjean, journaliste à AWP. Monsieur Kudelski, juste par rapport au dernier classement de l'IMD qui fait état d'une petite chute de la Suisse de la 2e à la 5e place en termes de compétitivité. Est-ce que vous avez un commentaire à ce sujet? Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce que vous y accordez beaucoup de crédit? Alors, je pense que c'est un élément auquel il faut faire attention. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement en Europe qui n'est pas toujours évident. Et ça montre d'autant plus la nécessité d'être davantage ouvert sur le monde, c'est-à-dire notamment en dehors d'Europe. Et d'autre part, comme quoi le franc suisse fort n'est peut-être pas un avantage aussi important que certains pourraient le penser. Parce que lorsque des gens vivent uniquement sur le marché interne, ils ne voient pas à quel point, quelque part, c'est un faux ami, ce franc fort. Juste une petite remarque par rapport à ce classement sur la compétitivité. Alors, je pense qu'il y a des chefs d'entreprise dans cette salle. Personnellement, j'ai toujours eu de gros doutes sur ces classements, puisque voilà, le pays le plus compétitif au monde serait les États-Unis. Alors, c'est une petite réflexion que je vous livre. C'est le pays qui a le plus gros déficit commercial au monde depuis des décennies. Ça veut dire que ce pays est incapable, mais incapable de produire les biens que ses consommateurs réclament. Ça veut dire qu'il n'y a aucun entrepreneur aux États-Unis qui est capable de produire des chaussures, des vêtements, des capsules à café, des produits chimiques, des voitures ou que sais-je. Les États-Unis achètent tout à l'étranger, ou presque. Ils ont des milliards de déficit commercial chaque année.
et c'est ça qu'on appelle la compétitivité. Je vous avoue que moi, j'ai jamais compris pourquoi. Monsieur Kudelski, peut-être vous avez un élément d'explication. Alors, d'abord, tout le monde n'a pas le luxe d'être les États-Unis, dans le sens que les États-Unis est un des rares pays qui émet ses dettes en dollars et finalement a la possibilité d'émettre des dollars. Donc, je veux dire par là, la notion de dette pour les États-Unis n'est pas tout à fait la même Non, mais pour d'autres pays. on parle de compétitivité. Oui. Mais ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la plupart des éléments qui sont comptés surtout pour les biens. Et il y a un certain nombre d'éléments qui n'entrent pas dans le calcul, notamment du déficit et de ces échanges, qui peut-être mériteraient d'être revus. Mais ceci étant dit, je pense que la façon de mesurer la compétitivité pose un problème parce que ça se reflète beaucoup trop sur des unités du passé et pas suffisamment du futur. Et je pense que, par exemple, la Chine a probablement une compétitivité plus importante que ce qu'on veut bien le dire. La Chine ou la Suisse, hein, puisque si on... La plupart des entreprises, hein, ici dans cette salle, payent des salaires qui sont parmi les plus élevés de la planète. Et malgré tout, elles arrivent à exporter dans le monde entier. Donc je pense qu'en termes de compétitivité, c'est assez intéressant. Mais pour revenir à l'innovation, on l'a dit avant, un budget de 240 millions de francs par année. Est-ce que vous visez plutôt des gros projets, des peu de projets avec beaucoup de moyens, ou bien alors des projets plus petits, c'est-à-dire de quelques centaines de milliers de francs? Alors, vous avez une répartition entre des projets de quelques dizaines de milliers de francs et qui peuvent aller jusqu'à quelques millions. Le but, c'est de ne pas avoir qu'une seule catégorie de projets. On a typiquement des projets qui peuvent aller jusqu'à 2-3 ans, mais l'intérêt, c'est d'avoir une diversité là-dedans. Le but, c'est de ne pas avoir uniquement des grands projets, mais d'avoir un panachage entre des projets plus petits, parce que parfois une PME a besoin d'un élément qui lui permettra justement tout d'un coup de faire une avancée importante, et ça sera donc important qu'elle puisse faire un projet même plus petit. De l'autre côté, des projets peut-être plus de fonds, où là, il faudra parler de quelques millions. Mais classiquement, la grande majorité des projets sont de petite ou de moyenne taille. Luigino Torrigiani, cofondateur Solar Impulse SA et Dominique Renaud SA dans le domaine de l'horlogerie. Donc j'ai beaucoup apprécié votre discours et je pense qu'effectivement nous avons une spécialité en Suisse, non seulement de la disruption technologique, mais également du business model. Et je me demandais si InnoSuisse pouvait finalement coller plus à la réalité de nos métiers où nous devons aller très vite en termes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes créatifs, nous avons des idées et nous ne pouvons pas systématiquement nous appuyer sur une école polytechnique. Je suis personnellement diplômé EPFL et nous devons aller plus vite dans les dépôts de brevets qui coûtent énormément d'argent et les annuités arrivent très très vite, surtout quand on va sur du PCT, du mondial, avec des sommes considérables. Nous devons aller vite, nous devons aller être transversal, par exemple de l'horlogerie vers les medtech. Comment vous allez finalement aider cette réalité d'entrepreneurs forcés de protéger leur propriété intellectuelle? Alors, la première chose déjà, c'est que les gens soient conscients. Parce que malheureusement, assez fréquemment, les gens sous-estiment l'importance de la propriété intellectuelle. Donc, c'est un des objectifs d'InnoSuisse de vraiment sensibiliser à la création de valeur ajoutée. Maintenant, il y a aussi une discussion qui va se faire entre qui je dirais, crée la propriété intellectuelle et comment est-ce qu'elle est valorisée. Je vous donne un exemple. Si vous avez la propriété intellectuelle qui est créée dans une université et celle-ci garde la propriété intellectuelle et la donne de façon non exclusive à plusieurs personnes, ben ça équivaut à dire que ça ne vaut rien du tout. Donc il y a vraiment une réflexion stratégique qui va se faire là-dedans. Parmi les membres du conseil d'administration d'InnoSuisse, nous avons un des grands spécialistes suisses de la propriété intellectuelle et nous avons un certain nombre de réflexions comment mettre ça plus en avant. D'ailleurs, c'est un élément assez intéressant parce que le débat sur la propriété intellectuelle n'est pas une exclusivité suisse. La semaine prochaine, je serai à un panel à Washington justement pour discuter de ces éléments, dans le sens que c'est un élément assez fondamental que de voir comment est-ce qu'on arrive vraiment à défendre la propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, ce n'est pas juste
un truc idéal. Ça permet vraiment de maintenir à moyen et long terme son avantage compétitif et donc son niveau de vie. Maintenant, c'est vrai que ce sont des choses qui sont parfois coûteuses, mais il faut bien choisir, je dirais, ses priorités et donc veiller à ce qu'on ait des brevets vraiment d'excellente qualité et, je dirais, faire peut-être moins de brevets, mais des brevets plus pertinents. Et le deuxième élément, une deuxième question, c'est vous avez parlé de la qualité d'exécution. Effectivement, le time to market, la qualité d'exécution est fondamentale. Par exemple, dans le cas de Dominique Renaud SA qui disrupte complètement le cœur de la montre, hein, puisqu'on change le fameux balancier spirale vieux de 350 ans avec un nouveau résonateur à lame qui est beaucoup plus efficace. Le challenge, finalement, pour nous, c'est d'amener le plus vite possible ces brevets à l'ensemble de l'industrie, afin que l'industrie puisse finalement intégrer ces innovations dans leurs propres produits et toucher et alimenter finalement un maximum de sous-traitants, co-traitants et faire fonctionner, garder notre avantage qualitatif sur le marché. Donc on voit que le time to market est fondamental et pour aller vite, il faut des proof of concept. Pour des proof of concept, il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc on en revient toujours à un besoin de financement en amont, finalement, du potentiel et de retour sur investissement pour l'ensemble de l'industrie. Alors ça, on est d'accord, et c'est dans ce sens-là que d'ailleurs le conseiller fédéral Schneider-Hammann a regardé comment établir un système de financement qui permet finalement d'aider le côté capitalistique pour des startups. Et là, il y a probablement quelque chose d'intéressant qui va se faire. Mais je dirais, en Suisse, certaines choses prennent un peu plus de temps. On y arrivera, mais parfois avec un peu plus de temps. Mais je suis 100% d'accord avec vous qu'on doit rapidifier les choses parce que simplement les autres n'attendent pas. Donc on doit être beaucoup plus rapide et beaucoup plus flexible. Juste par rapport au brevet, hein, vous avez dit qu'il y a une réflexion qui est en cours actuellement chez InnoSuisse. Est-ce que ça veut dire qu'une partie du budget pourrait servir à justement à aider des entreprises à déposer des brevets, à les protéger? Alors là, on doit faire de nouveau attention parce que le cadre légal aujourd'hui ne nous permet pas de le faire directement. Alors sur le moyen long terme, on peut faire évoluer ça, mais on peut aussi voir comment la répartition des choses entre InnoSuisse et les universités permettrait de faire ça. Mais c'est trop tôt aujourd'hui pour en parler puisque nous avons fait que commencer cette réflexion. Oui, bonjour, Pierre-Yves Tonnet. Innover, c'est bien. Défendre la propriété, ou déposer l'innovation, c'est mieux. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour jouir finalement du revenu de la propriété intellectuelle? Et là, c'est un défi de beaucoup de PME. C'est-à-dire qu'en cas de brevet qui a été violé, elles n'ont pas la possibilité d'effectuer les démarches ou pas les moyens pour effectuer les démarches pour obtenir gain de cause. Même vous, qui ne possédez pas une PME, mais une grande entreprise, avez été mis plusieurs fois en difficulté. Quid d'un support d'InnoSuisse pour des PME pour défendre leurs innovations qui ont été violées? Je pense que d'abord, c'est un vrai problème. Et là, je peux parler pour mon entreprise où on a développé cette activité et qui est une activité assez lucrative une fois que vous arrivez à vos fins. Mais là, ça demande un certain savoir-faire et ça vous demande notamment une présence aux États-Unis parce que c'est là que c'est quelque part le plus efficace de faire valoir ses droits. Et là, de nouveau, dans les réflexions d'InnoSuisse, alors ce n'est peut-être pas le rôle directement d'InnoSuisse, mais de voir comment est-ce qu'on peut faciliter ces choses. C'est un élément en tout cas à réfléchir. Alors, je vous dirais que, et là, c'est un élément où on est prêt à regarder au cas par cas en tant que groupe Kudelski, si quelqu'un a vraiment des brevets qu'il a envie de défendre et où il y a un contrefacteur identifié, là on peut peut-être regarder. Mais je veux dire par là, c'est vraiment un métier. Et le problème, c'est que certains sont spécialisés là-dedans, mais la plupart du temps, ils se trouvent aux États-Unis. Je pense que c'était vraiment une très bonne question. Hein. Le diable toujours se cache dans certains détails dont on n'est pas conscient quand on n'a pas été confronté au problème. D'autres questions dans le... Monsieur ici. Bonjour, je suis Arnaud Grobet, je suis dans
le digital, pas le même que vous, mais depuis 25 ans. Je suis pas mal impliqué dans le développement de Digital Switzerland en Suisse romande. Est-ce que vous pouvez peut-être vous en parler 2 mots, puisqu'il y a quand même pas mal de bridge avec Vivatech qui vient de se passer, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative qui va aider à fédérer, en fait, puisque c'est l'objectif numéro 1? Alors, c'est en tout cas une tentative qui est importante. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs acteurs là-dedans. Il y a Digital Switzerland, il y a aussi le conseil consultatif du Conseil fédéral qui travaille à la digitalisation et où on devrait venir avec un certain nombre de propositions. Les choses commencent à bouger, peut-être pas aussi rapidement que certains pourraient le souhaiter, mais je suis confiant qu'on va en tout cas avancer dans la bonne direction. Et là, Digital Switzerland, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'au départ, c'était Zurich. Maintenant, ça s'est étendu au reste de la Suisse. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience que la digitalisation est vraiment quelque chose d'important en Suisse. Mais comme disait Jean-Pascal Delamura, le Suisse se lève tôt mais se réveille tard. Donc on est en train de se réveiller. Boris Engelson, journaliste indépendant. Je suis venu ce soir ici parce que j'habite en Suisse depuis 72 ans, j'y suis né et je ne comprends toujours pas comment fonctionne ce pays, en tout cas son économie. Les grandes entreprises suisses produisent surtout à l'étranger. Leurs patrons sont de plus en plus souvent importés de l'étranger et même leurs cadres supérieurs et leurs chefs de recherche. Alors, au fond, nous, on sert à quoi ? Je crois que M. Kudelski est le seul à pouvoir apporter la réponse puisque lui-même est modeste, il ne prétend pas avoir fait une invention unique, il est un entrepreneur incrémental, si j'ai bien compris, et il a quand même réussi à conquérir le marché mondial avec des produits plus chers que la concurrence. Donc, j'attends toujours l'explication de ce miracle, comment notre pays tient-il et comment il arrive à exister économiquement en défiant toutes les lois de la raison. Alors, c'est aussi un défi de répondre à cette question. Mais ceci étant dit, en comparant par rapport au reste du monde, on voit qu'en Suisse, on aura tendance à moins discuter de façon inutile et plus agir. On met un certain temps avant de décider, mais une fois qu'on a décidé, eh bien, on continue d'agir dans le bon sens. C'est vrai au niveau des autorités politiques, c'est vrai au niveau de l'administration et c'est vrai au niveau des entreprises. Et c'est une certaine fiabilité qui fait que ce n'est pas qu'on soit tellement bon, mais c'est qu'on est moins mauvais que les autres, dit d'une autre façon. Et surtout, même si vous avez par exemple un gouvernement dans un canton d'une couleur qui prend une décision, eh bien, le suivant appliquera quand même les décisions. Donc, il y a une certaine stabilité qui permet aux gens de travailler de façon correcte. Il y a aussi le fait d'être globalement travailleur et une très, très grande différence avec d'autres pays, c'est que le Suisse aura tendance à être plus modeste et ne pas se mettre en avant, mais réaliser mieux que ce qu'il a dit, alors que d'autres vont expliquer à quel point ils font bien les choses, mais par contre, le reste ne suivra pas. Et là, le fait d'avoir une qualité d'exécution qui fait que toute la gamme intermédiaire dans une entreprise est beaucoup plus consciencieuse qu'ailleurs fait une sacrée différence. Parce que dans une entreprise, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut que cette idée se transforme en quelque chose de concret. Et là, toute la chaîne de commandement en Suisse est nettement meilleure que dans la plupart des autres pays. Et ça vient aussi du fait, vous me direz que c'est une analogie un peu bête, mais vous prenez notamment le système de l'armée fait que même si quelqu'un est commandant de corps, il aura commencé son armée en étant soldat. Ça veut dire qu'il sait comment ranger son pactage, il sait comment nettoyer les toilettes, il sait comment faire la vaisselle. Alors que dans d'autres pays, on aura tendance à oublier les fonctions de base. Et en Suisse, il n'y a pas de saut-métier, on saura faire l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour arriver à faire un produit. Et cette connaissance représente aussi un gros avantage. Maintenant, la question, un grand nombre de cadres dans des entreprises internationales en Suisse viennent de l'étranger. Ça montre le fait que la Suisse est quelque part extrêmement ouverte, mais quelquefois, on ferait bien d'être un peu plus conscient de la qualité des gens qu'on produit chez nous. Est-ce que vous avez la réponse alors à cette question que vous vous posez depuis 72 ans ?
À moitié. C'est la première fois que je vous entends parler. Vous êtes un nom mythique, vous le savez bien. On ne parle que de vous, d'abord de votre père, puis de vous depuis un demi-siècle. Visiblement, par vos produits, vous n'êtes pas simplement le continuateur de votre père, vous avez beaucoup innové. Et vous dites vous-même, parce que j'ai été étonné à la fois de votre modestie et de votre bon sens ce soir, vous ne prétendez pas avoir des produits uniques. Vous avez des clients pourtant très exigeants qui achètent Kudelski et pas autre chose, dans des produits où il pourrait y avoir de la concurrence. Vous venez d'un pays où on produit cher, donc illustrez par votre propre aventure ce miracle d'une entreprise qui, sans avoir un produit unique comme Edison, inventeur de la lampe à incandescence, comment avez-vous réussi à devenir numéro 1 mondial dans des domaines aussi concurrentiels et avec des clients aussi exigeants? Bien, simplement en livrant. En livrant. Je veux dire par là, quelqu'un peut promettre quelque chose et il ne livre pas ce qu'il a promis. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et ce qui est important, ce n'est pas simplement d'avoir des clients, c'est des clients fidèles. Et ils sont fidèles pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la valeur. Et je vous donnerai un autre exemple. Que cela soit aux États-Unis, que cela soit en Inde, on a assez fréquemment des clients qui réclament que les personnes qui travaillent pour eux, qui leur rendent un certain nombre de services, soient des Suisses. Même si c'est plus cher, parce qu'ils apprécient la qualité. Et je veux dire par là, vous avez dans le monde des clients qui n'ont rien à faire de la qualité, et probablement ce ne seront pas nos clients. Mais on arrive à trouver des clients qui reconnaissent la qualité. Mais ceci mis à part, ce n'est pas facile parce que les guerres de prix existent. Vous avez chez les clients des gens qui sont compréhensifs, d'autres qui s'intéressent uniquement à des questions de prix. Et donc, ce n'est pas toujours facile. On doit démontrer finalement que non seulement nos produits sont bons, mais que sur la durée, quelque part, ils sont plus économiques. Vous avez de temps en temps des choses qui sont moins chères à l'achat, mais si vous avez par exemple un pneu, pour prendre un exemple qui n'est pas un bon exemple dans notre cas, mais un pneu qui explose sur l'autoroute, et si vous comptez le coût du dépannage, ben peut-être que vous n'aurez pas fait une si bonne affaire, surtout que si ça vous aura encore abîmé la carrosserie. Donc je veux simplement dire par là, un élément se démontre non pas en fonction du prix auquel les gens achètent les choses, mais quel est sur la durée le coût de la solution et quels sont les avantages que cela amène. C'est comme vous pouvez avoir une personne peut vous coûter moins cher qu'une autre, mais si elle vous fait des grosses bêtises, ben finalement elle vous coûtera beaucoup plus cher. Et c'est dans ce même ordre de grandeur qu'on peut parler de produits. Une question derrière. Alors, je dirais qu'il y a quand même un élément de différence. On s'adresse avant tout à des professionnels qui ne raisonnent pas forcément de la même façon que des consommateurs finaux. Question au troisième rang, monsieur derrière, qui n'a pas encore eu la parole. Merci beaucoup. Riyad Bazia, spécialiste dans la propriété intellectuelle. L'innovation, ça peut être une invention, mais l'invention, c'est toujours aussi une innovation. On peut innover, mais ça ne signifie pas qu'on peut nécessairement breveter l'idée. Lorsqu'on arrive à breveter une idée, c'est pour protéger le produit commercial, et il est normal qu'on a à gagner ce qu'on a à gagner. On gagne déjà le mérite et la considération. Mais Suisse elle-même est une innovation parce que ce n'est pas n'importe qui peut acquérir Suisse comme nomination, comme appellation. C'est une marque déposée. L'organisation internationale INTA des marques se réunissent tout le temps aux États-Unis, chaque année, tout le temps, rien qu'aux États-Unis. Et ce n'est pas toutes les organisations nationales des marques qui peuvent y participer. Ma question, que compte faire InnoSuisse maintenant quant à l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle est un des secteurs que l'on suit particulièrement parce qu'il est absolument clé dans le cadre de la digitalisation. C'est-à-dire, vous avez deux dimensions particulières dans la digitalisation. C'est ce qu'on appelle le big data. C'est le fait de pouvoir analyser une multitude d'informations pour arriver à prendre des décisions
qui prédisent sur ce qui va se passer. Et la deuxième dimension, c'est l'intelligence artificielle. Et là, on va assister très certainement à une guerre entre les États-Unis, quelque part la Chine et l'Europe, et ça sera extrêmement important qu'on ait un certain avantage compétitif, même si on ne pourra pas tout faire là-dedans. Mais c'est un des prochains grands sujets de débat, de même que par exemple la notion d'ordinateur quantique qui aura une importance particulière dans le cadre de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors, ce que disait souvent Nicolas Hayek, bon, il avait un côté provocateur, mais qu'en Suisse, alors effectivement, on livre, on est stable dans la durée, c'est parfait, mais on a peur de prendre des risques. On ne prend pas suffisamment de risques, on aurait les moyens d'en prendre plus. Donc, par exemple, ce que je peux dire, c'est qu'on sera incrémental beaucoup plus que disrupteur. Et aussi, vous dites tous ces avantages, c'est super, mais l'Allemagne, elle a aussi une très bonne réputation, alors peut-être pas dans l'horlogerie, mais disons tout ce qui est machines, outils, instruments de précision. Néanmoins, on arrive quand même souvent à les battre. Eux, ils ont une base de coûts moins élevée, et aussi, ils font partie de l'Union européenne, donc qui leur ouvre un marché beaucoup plus grand très facilement, puisque nos entreprises ont parfois de la peine à s'y déployer. Donc, et puis une autre petite question concernant justement aujourd'hui la grande mode et à tout ce qui est lié à donc les cybermonnaies, etc. Moi, j'ai l'impression que on exagère beaucoup, en fait, tout ce qui est, parce que moi, je crois que c'est quelque chose qui est peu protégé, qui est très coûteux, et puis il y a une lenteur du processus aussi. Donc tout ce qui est cryptographie, crypto-monnaie, que finalement ça va atteindre ses limites. Alors en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais commencer d'abord par... blockchain, au niveau de tout ce qui est blockchain. Tout à fait. Non, le premier élément, c'est relatif à l'Allemagne. Moi, je pense que la Suisse a beaucoup d'avantages. D'abord, ce n'est pas une culture monolithique. Il y a déjà 4 langues nationales, il y a une diversité et surtout, le Suisse est beaucoup plus ouvert sur le monde. Quelque part, on fait 200 km dans n'importe quelle direction en Suisse, on se trouve à l'étranger. Donc, il y a une compréhension d'un monde extérieur qui est beaucoup plus grande. Je dirais une certaine expertise en matière de mécanique en Allemagne. Par contre, au niveau d'éléments plus virtuels, au niveau d'éléments plus propriété intellectuelle, la Suisse a quand même des avantages énormes. Prenez un exemple aussi, c'est dans le domaine de la pharma. Aujourd'hui, la Suisse a 2 des tout principaux acteurs mondiaux, ce qui n'est plus le cas de l'Allemagne. Donc je veux simplement dire par là, la Suisse a beaucoup d'avantages compétitifs. Par contre, c'est clair qu'il y a un prix qui est important. Maintenant, la question de l'Union européenne, c'est peut-être un avantage pour certaines choses, c'est d'un autre côté un certain inconvénient parce que les entreprises en Europe sont peut-être trop tournées sur l'Europe et pas assez à voir ce qui se passe en dehors dans le monde. Et là, la Suisse a aussi un avantage compétitif. Maintenant, concernant les questions de crypto-monnaies, personnellement, j'ai aussi quelques réserves pour les crypto-monnaies. D'un autre côté, la technologie blockchain est une technologie très intéressante qui aura des applications qui vont bien au-delà des questions purement financières. Maintenant, si on revient à la question des crypto-monnaies, il faut se poser la question si on applique les mêmes règles qu'on applique aux banques, aux crypto-monnaies, où est-ce qu'on va? Et là, je n'ai pas forcément toutes les réponses. On a le temps pour une dernière question. Monsieur au 3e rang. Oui, bonjour Michel Barrault. Moi j'aurais une question. Quel est le rôle d'InnoSuisse et quel est le dynamisme que va apporter InnoSuisse, par exemple, à un événement qui me tient à cœur personnellement, mais je pense aussi à tous les Genevois, c'est le Salon des inventions de Genève. Parce que je pense que l'innovation reste, comme vous l'avez dit très justement, l'innovation, la recherche et le développement, c'est le poumon de l'économie suisse. Et donc, je pense que votre présence et votre participation à un salon tel que celui-ci, c'est très important. Alors là, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça parce qu'on a un certain nombre de critères vraiment spécifiques de ce que nous permet ou ne permet pas la loi au niveau des choses qu'on peut supporter. Mais là, il faudra qu'on regarde. Je n'ai pas de réponse comme ça, mais on pourra regarder. Voilà, est-ce qu'il y a encore une question? Alors, monsieur ici de l'autre côté. Oui, Étienne Dufour, je suis ingénieur.
Ma question, j'espère, ne sort pas du cadre, mais je donne un exemple, peut-être est-il faux, mais le principe serait intéressant à discuter. Une petite entreprise d'Yverdon qui fait des batteries rechargeables absolument nouvelles et très intéressantes va jamais pouvoir fabriquer des quantités suffisantes pour qu'elle puisse alimenter le marché. Elle va être débordée certainement par d'autres entreprises, et le pire qui peut lui arriver au mieux, c'est d'être acheté. Que pensez-vous de cette difficulté de passer de la petite entreprise innovante au marché? Alors, tout d'abord, la question qui se pose, prenez l'exemple d'une société comme Apple. Apple ne produisent pas eux-mêmes, ils ont un réseau de sous-traitants. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, effectivement, produisant des batteries en Suisse, ayant une technologie, elle doit voir qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même, qu'est-ce qu'elle doit sous-traiter, comment est-ce qu'elle doit travailler. Et là, il y a peut-être aussi des progrès à faire en matière de réseau de sous-traitance, que cela soit en Suisse ou que cela soit au niveau international, pour avoir l'agilité. Et là, les États-Unis, même si pour certaines choses, ils ne produisent pas forcément énormément eux-mêmes, ils sont extrêmement développés pour avoir des réseaux de sous-traitance extrêmement dynamiques et extrêmement efficaces. Donc, il y a peut-être des nouvelles choses à inventer pour la Suisse, là. Voilà, c'était la dernière question. J'aimerais vous remercier d'être venu ici, hein, vous qui partagez maintenant votre temps entre les États-Unis et Cheseaux, toujours dans le canton de Vaud. Donc on verra comment cette nouvelle structure, hein, InnoSuisse, va évoluer ces prochaines années. C'est clair que c'est une structure qui doit se faire connaître. Hein. Pour les personnes que ça intéresse ici dans la salle, donc on a une quantité d'instituts de recherche dans l'arc jurassien. Le CSEM à Neuchâtel, à Chehart, à Yverdon aussi. Ce sont autant de partenaires avec lesquels vous pouvez monter des projets, et puis ces projets peuvent être en partie financés par InnoSuisse. Il faut qu'on prenne rendez-vous avec vous, Monsieur Kudelski, peut-être dans 2 ans, pour faire le bilan de ces changements à la tête d'InnoSuisse. En tout cas, merci d'être venu, et puis bonne chance dans vos nouvelles activités. Merci. Merci.